Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom sur. L'émission qui est consacrée ce soir aux deux dernières activités menées par la Banque mondiale dans notre pays. Il s'agit de la conférence de presse à l'occasion du lancement du rapport sur l'économie mauritanienne et du débat ou niqash animé par différents intervenants dans l'économie nationale. Pour discuter de ces deux événements, je reçois ce soir Madame Maïmouna Mtahmed Salem, qui est consultante indépendante. Bonsoir et bienvenue, Madame Maïmouna. Bonsoir. Je reçois également mon confrère, le journaliste Kissima Diagana. Bonsoir et bienvenue, Kissima. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous les deux. Pour commencer, nous allons regarder ensemble ce reportage de Mohamed Bakar qui a assisté à la conférence de presse de la Banque mondiale. À tout seigneur, tout honneur. La presse, dans ses différentes expressions, était la première à prendre connaissance de cette première publication de la Banque mondiale intitulée « Rapport sur la situation économique en Mauritanie vers une consolidation budgétaire qui améliore la gestion des investissements publics et fortifie les filets sociaux ». Le point de presse organisé par la Banque mondiale a l'effet de vulgariser le contenu de cette publication a permis d'abord aux représentants résidents de la Banque mondiale, Laurent Mzalati, d'expliquer que le RSM est basé sur des rapports analytiques de la Banque mondiale pour présenter des problèmes économiques et sociaux actuels destinés au grand public dans le but de susciter des débats factuels sur les choix économiques. Il dira ensuite que cette première publication s'est appesantie sur trois axes: le développement économique récent, aperçu sur la gestion des investissements publics et les filets sociaux. La revue a noté les améliorations intervenues en 2017 grâce notamment à la politique de consolidation budgétaire, mais aussi au chapitre des investissements publics. Les mesures de consolidation budgétaire entreprises par le gouvernement au cours des dernières années ont permis de stabiliser la situation économique durant la période du choc minier 2015-2016. Donc, en gros, la banque donne un satisfecit. La banque est extrêmement satisfaite du travail qui a été entrepris. Le boom du prix des matières premières vous a permis de faire un certain nombre d'investissements au gouvernement et qui a eu des résultats très importants en termes de réduction de la pauvreté. Vous êtes considéré comme l'un des pays qui a eu les plus grosses réductions de la pauvreté. L'investissement public a été multiplié par 5 entre 2009 et 2017. Donc un gros effort de l'État en matière d'investissement public. Il a été le principal moteur de croissance qui a permis à la Mauritanie de passer d'un statut de pays à faible revenu à un statut de pays à revenu intermédiaire faible. D'accord ? Donc on est passé de lower income country à lower middle income country. Donc vous êtes passé dans la catégorie supérieure. S'agissant des filets sociaux, le RSM note les progrès réalisés par notre pays en matière de réduction de la pauvreté. La Mauritanie s'est dotée dans ce domaine d'une solide expérience avec l'agence Tadammoun, à laquelle la Banque mondiale est fière de contribuer. Je veux dire, c'est un de nos programmes phares et on est extrêmement fiers d'avoir été associés à ce travail. Mais, à nouveau, dans un contexte de contraintes fiscales, de contraintes budgétaires, il est indispensable de se pencher sur les questions de l'efficacité et de l'efficience de ces programmes, afin d'en améliorer la pertinence, mais aussi d'en étendre la portée. Si vous êtes plus ciblé, cela vous permet de dépenser mieux en faveur des populations les plus vulnérables. Une présentation plus détaillée du rapport a été par la suite faite par l'un des membres de l'équipe de la Banque mondiale qui a préparé le document qui sera désormais publié tous les 6 ou 8 mois. Enfin, le RSM fait une analyse des perspectives de croissance pour 2018-2020 qui pourra atteindre 5,2% en 2020 si les réformes touchant le climat des affaires, l'amélioration de la compétitivité et la stabilité macroéconomique sont exécutées.
Vous avez vu le reportage de mon confrère Mohamed El Bakar. Vous avez un mot à dire? Merci d'abord de nous avoir invités pour commenter ces deux événements. Donc effectivement, le premier événement qui était la conférence de presse de la Banque mondiale concernant l'update économique et qu'elle vient de publier. Donc ils ont bien confirmé que ce sera une publication régulière tous les 6 à 8 mois. Donc c'est une première, il faut savoir que c'est un exploit de la Banque mondiale de publier un document qui récapitulise un peu l'avis de la Banque mondiale par rapport à la situation économique du pays, par rapport à ce que la Banque voit comme amélioration, mais aussi aux remarques de la Banque et les conseils pour améliorer dans le futur. Sima Diagana, vous étiez présent à la conférence de presse, vous en avez retenu quelque chose. Je voudrais avoir votre avis sur le rapport. En fait, je vais juste peut-être dans le prolongement de ce qu'a dit Maïmouna, rappeler que si c'est une première édition, il faut considérer que peut-être que ce document va être une sorte d'élément de suivi un peu de ce qui se passe en termes d'économie en Mauritanie. Bon, je ne vais pas revenir un peu sur les rapports un peu de la Banque mondiale avec les pays où ils sont présents, notamment les pays sous-développés. Et quand j'entends le représentant dire que vous êtes passé d'un niveau à un niveau supérieur, j'ai comme l'impression qu'on est dans une sorte d'évaluation. Évaluation un peu d'une équipe ou d'une classe à laquelle on a confié des choses et on veut savoir un peu où est-ce qu'ils en sont. Et également, il y a une sorte de désengagement parce que quand on lit le document, il y a un endroit où, par exemple, ils disent les opinions et commentaires qui sont là ne reflètent pas les points de vue de la banque ni du gouvernement mauritanien. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire de ce document-là? Si déjà, d'un point de vue, par exemple, du point de vue de la Banque mondiale, ils nous disent les opinions que nous avons publiées ici ne nous engagent pas et n'engagent pas le gouvernement mauritanien, ça pose problème. Parce que l'observateur que, par exemple, je suis, a besoin de savoir à quel niveau de responsabilité un peu la Banque mondiale veut se situer par rapport à une sorte d'évaluation, parce que j'appelle ça évaluation d'un gouvernement par rapport à son économie, à sa progression, quant à ses capacités. Il nous parle de macroéconomie. Ensuite, il vient nous parler de philo-sociaux. Vous voyez un peu, il y a trop de questions qu'il va falloir un peu creuser davantage. C'est problématique. Oui, mais je rappelle ici que dans le rapport, on dit que la croissance économique en Mauritanie a crû avec un taux de 3,5% en 2017, comparativement au taux de 2016 qui était de 2%, en raison de l'augmentation relative des produits miniers, de l'amélioration de consommation privée et la croissance des secteurs non extractifs, notamment la pêche et le commerce. Le rapport relève que cette croissance restera en deçà de la moyenne dans les pays africains, en raison de la politique de l'appui budgétaire et de l'inefficacité des politiques monétaires pour maîtriser ce phénomène. Un mot? Oui, juste pour rebondir à ce que dit M. Diagana. Donc par rapport à l'évaluation, en fait, l'évaluation s'est passée avant ce rapport. Le rapport, ce n'est pas l'évaluation. L'évaluation, c'était le CPIA qui a été publié avant et qui évalue les politiques nationales en matière de... C'est un certain nombre de critères qui a été évalué par la Banque mondiale. Et c'est cette évaluation annuelle qui dit vous êtes passé à tel niveau. Donc nous, on est fiers, bien sûr, qu'on est passé dans le niveau inférieur à un niveau supérieur en termes de revenus. Donc ça, c'est une bonne chose pour la Mauritanie. Par contre, le document, c'est l'avis de certains experts qui sont à la Banque mondiale, qui ont évalué, en tout cas qui ont donné leur avis par rapport à la situation économique en Mauritanie. Donc c'est juste pour distinguer par rapport au document officiel de la Banque mondiale de l'évaluation annuelle des pays et les publications qui seront récurrentes et qui sont l'avis des experts. Donc ça c'est juste pour mettre le document dans son cadre. D'accord. C'est juste voilà. Pour que vous nous dites si vous savez comment c'est fait, comment on rédige ce rapport. Alors le rapport il est rédigé par plusieurs experts de la Banque mondiale, donc ils en ont parlé dans la conférence de presse. Donc il y a un expert qui est ici, un autre qui est basé, je pense, à Washington, et chacun, trois, je pense, chacun qui a rédigé une partie. Donc c'est une publication et qui n'a pas en fait la même force que l'évaluation
officielle de la Banque mondiale qui était sortie il y a 2-3 mois, je pense. Donc voilà, c'est juste pour... donc l'évaluation dont on vient d'entendre parler, M. Laurent parlait de cette évaluation, il parle de l'évaluation du CPIA qui est un peu différente de ce document, qui est une publication et qui sera récurrente, qui donne juste la situation économique du pays. Donc le rapport en lui-même, ce n'est pas une évaluation, mais il reprend les chiffres et les résultats de cette évaluation qu'on a vu il y a 2 mois. Voilà. Kissima? Merci, mais je pense que Yedali vous a posé une question par rapport un peu à certains taux qui ont été avancés. Oui. Le PIB qui était de 3,5% cette année et qui est donc considéré comme supérieur à celui de l'année passée, mais qui reste en deçà de ceux dans les autres pays africains. Ça veut dire qu'ici, c'est quand même un constat qui n'est pas positivant pour la Mauritanie, comparativement aux autres pays. Oui. Donc déjà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? Où se situent, si vous voulez, les problèmes par rapport à cette difficulté de la... Il y a un problème de compétitivité, peut-être, de la Mauritanie par rapport aux... Juste pour vous expliquer. Alors, l'objet du document, en fait, c'est de présenter... Il y avait 2 sujets majeurs dans le document qui sont l'investissement public et les filets sociaux. Donc, c'est avoir la situation économique par rapport à ces 2 sujets. Donc, par rapport au taux de croissance, donc ça c'est déjà connu depuis un certain temps pour l'année 2017. Il est dans la moyenne de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique de l'Ouest surtout, mais il est en deçà. Donc, il y a d'autres explications à ça. Donc, vous savez qu'on sort d'une période de crise. Monsieur Laurent a parlé de la période du choc minier qui a conduit en fait à la baisse des revenus miniers en Mauritanie, qui représente quand même un taux important dans notre PIB. Donc c'est dû essentiellement à cette ça a eu un impact. Voilà, un impact sur notre économie et sur le PIB. C'est attendu et donc ça n'a rien d'extraordinaire. Au contraire, ils ont salué la position de la Mauritanie qui a pu en fait réaliser un budget équilibré malgré le choc minier. Donc, par rapport au document, donc, on trouve plutôt des chiffres qui sont liés à l'investissement public. Je pensais que c'était l'objectif de l'émission. Donc, ils ont parlé du montant global qui a été investi publiquement sur les 5 dernières années, qui a atteint 900 milliards d'ouguiya émerauds. Donc, laissez-moi parler toujours de l'ancienne monnaie pour ne pas avoir une confusion. Donc, sur 5 ans, ce qui est en moyenne à peu près 180 milliards par an. Et donc, c'est quelque chose qui a été salué par la Banque mondiale. Donc, aussi, aujourd'hui, on voit que l'investissement public représente 40% du budget. Donc, ça veut dire notre budget, aujourd'hui, notre argent, on l'investit dans des projets et ça ne part pas dans le fonctionnement, etc. Et ça, c'est une deuxième remarque favorable à la gestion économique du pays. Si on peut continuer, donc il y avait en fait autre chose, c'est que comme le taux d'exécution des projets, ils ont parlé de ça, ça a passé de 40% en 2010 à 72% en 2016. Donc il y avait aussi des remarques par rapport à ça. Mais surtout, en fait, le document a parlé qu'on a beaucoup investi dans les infrastructures, parce que ça représente 50% de l'investissement public. Ça veut dire les routes, l'aéroport, le port, l'habitat. Donc, ce sont des secteurs dans lesquels on a beaucoup investi. Et la banque, en fait, elle trouve que peut-être on a fait assez dans les infrastructures et il est temps de s'orienter vers d'autres secteurs. Donc ça, c'est l'avis de la banque. Alors, c'est un peu justifié puisqu'ils cherchent toujours à avoir aussi le côté ressources humaines, le côté santé, éducation, qui n'est pas absent, mais la banque pense qu'on peut en faire plus. Donc, par rapport à cela, le gouvernement aussi a son avis, puisque aujourd'hui, en fait, on a des citoyens qui ont une priorité, c'est d'avoir des infrastructures. Donc moi, je pense, en tant que Mauritanien, M. Kassim, M. Diagana aussi, si on descend, et vous aussi d'ailleurs, bien sûr, si on descend dans l'aéroport de Nouakchott aujourd'hui, en venant de l'extérieur, on est fiers. Et donc ça, c'est une fierté. Peut-être si la banque a été consultée avant, on allait dire non, il faut voir, etc., il faut étudier et tout. Mais aujourd'hui, on a un aéroport qui répond aux normes internationales. Et ça, c'est une grande réalisation. Les routes, aujourd'hui, la banque trouve qu'on a assez fait,
Mais aujourd'hui, on trouve des citoyens qui n'ont pas encore, que pour eux, la priorité, c'est d'avoir une route qui les connecte du réseau national. Aujourd'hui, moi qui habite, je ne sais plus, dans Tarhil ou dans Dar Naïm au fond, si je n'ai pas un tronçon de route de 6 km ou 7, comme celui qui a été fait récemment à Dar Naïm, à la zone, je pense, qui s'appelle Ghariga, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis déconnectée de la ville. Et même s'il y a des écoles, il y a des universités, je ne peux même pas amener mes enfants là-bas. Et donc, ça, c'est une question très importante. Et quand on est en fait étranger, on vient d'un pays, on est américain, on est français, c'est difficile en fait de comprendre que ce soit une priorité dans le XXe siècle, de trouver une route, d'avoir une route, puisqu'ils ont dépassé ce stade. Mais pour nous qui sommes encore dans des pays dans lesquels on est resté longtemps sans investir dans les infrastructures, ça reste une priorité. Tout à fait, je crois que Mimouna a donné son avis sur le rapport. Kissima, tu as encore... Non, en fait, je trouve qu'elle a fait une analyse qui est pertinente parce qu'elle a ramené un peu le rapport sur le terrain de la réalité, quoi, en fait, pour nous parler un peu de ce que les gens sentent. Parce qu'en fait, ce genre de document est intéressant lorsqu'on peut, en tout cas, expliquer aux citoyens lambda la portée. Donc, je pense que c'est sur ce terrain qu'elle a voulu un peu évoluer. Bon, mais par exemple, quand on passe à la gestion des investissements publics, vous savez que le rapport aussi a relevé quelques goulots d'étranglement. Ça, c'est leur terme. Ils sont dit à plusieurs niveaux. C'est vrai que vous avez parlé du fait que la Banque mondiale a relevé un peu que 50% en tout cas destinés aux infrastructures. Il est temps de passer à autre chose. Mais cette autre chose-là n'est pas suffisamment bien proposée. Et ils pensent également que c'est dans la manière même dont on choisit les projets. Et aussi, ils disent aussi qu'il y a un problème de ressources humaines. C'est comme si on disait un peu que le pays manque en tout cas d'expertise en matière de ressources humaines. On ne sait pas, même ces projets dont on parle, selon quelles études, suivant quelle traçabilité un peu, tous ces projets sont exécutés. Vous voyez un peu, si on essaye de voir, par exemple, même les marchés, même ce qu'on appelle tout simplement les marchés publics, ils disent que le processus, parce que ça c'est eux qui le disent, le processus des marchés publics souffre de plusieurs incohérences relatives à la délimitation des attributions des organes de passation des marchés publics, ainsi que leur composition, leurs modalités, etc. Donc ça, c'est une manière de donner un peu à ceux qui observent l'action du gouvernement sous un angle négatif, l'occasion de dire voilà ce que nous reprochions. Parce que vous savez que sur le plan des passations des marchés, il y a beaucoup de polémiques le plus souvent. Vous avez parlé de l'aéroport, on pourrait parler d'autres éléments, parce que même l'aéroport, avant que ça soit fait, il y avait eu beaucoup de polémiques. On a lu dans les médias beaucoup de critiques. Bon, finalement, le joyau est sorti. Et quand le joyau est sorti également, quand on descend à l'aéroport, ce qu'on voudrait voir, c'est maintenant au niveau de l'entretien. Est-ce que les gens sont à la hauteur? Qui est-ce que nous voyons à l'aéroport? Est-ce que ça répond aux normes? Le comportement même du personnel au niveau de l'aéroport, est-ce que c'est bien venir voir beaucoup d'hommes en tenue, par exemple, à l'aéroport, qui sont devant les guichets, qui aident les gens, qui sont en train de s'immiscer de ce qui ne les concerne pas. Donc le fonctionnement même, il faudrait peut-être aussi que pour le citoyen lambda qui observe ces joyaux dont vous avez parlé, il faut que le citoyen puisse savoir également de quelle manière je peux utiliser ces choses, ces infrastructures qui sont mises à ma disposition. C'est vrai que quand on sort de la zone de l'aéroport et qu'on veut venir en Nouakchott, il y a une certaine fierté qu'on ressent parce qu'on a quelque chose qui est plus ou moins beaucoup plus intéressant que ce qu'on voit dans certains pays voisins, même si ce n'est pas dans tous les autres pays voisins. Ça, c'est d'un point de vue. Mais d'un autre point de vue, vous avez un autre point négatif qui a été soulevé. Par exemple, lorsqu'ils disent qu'il faut être plus sélectif dans le choix des projets. Parce qu'ils vous disent que les priorités nationales de la SCAP, et il faudrait pouvoir les établir selon un système budgétaire et aussi comptable pluriannuel pour améliorer la programmation financière. Ça veut dire qu'il y a aussi un problème à ce niveau. Donc, il appartient certainement aux experts que vous êtes de pouvoir mieux analyser. Parce que le rapport, il est là. Il va sortir dans 6 mois encore ou dans 8 mois. Mais il faudrait que le prochain rapport
puisse nous dire à tel niveau, parce que c'est pourquoi je parle d'évaluation, et c'est lui-même, le représentant de la Banque mondiale ici, c'est lui qui a fait sortir cette possibilité de dire qu'on vous évalue sur temps. Donc vous êtes passé de tel, même si au bout de 6 mois, on a dit que vous êtes à ce niveau. Il faudrait qu'au bout de 6 mois, s'il y a d'autres choses, d'autres critères sur lesquels on va vous évaluer, qu'on puisse les constater. Vous voyez un peu. Mais toujours est-il que votre analyse est très intéressante parce qu'elle simplifie le débat pour ceux qui suivent un peu et pour ceux qui ont besoin de comprendre à quoi sert ce rapport. Vous voyez. Voilà. On va passer à la deuxième partie de notre débat, les ZOUMSIR. Mais avant d'y arriver, je vais quand même citer cette phrase que j'ai tirée du rapport. Il parle de la politique adoptée. Il dit qu'elle était efficiente en 2016 et 2017, faisant que la Mauritanie a pu réaliser un excédent budgétaire de 1,2% du produit intérieur brut, ce qui a conduit à un recul du taux d'endettement général pour la première fois depuis plusieurs années. On passe au deuxième élément de notre émission, qui est un reportage de Bokar Baylaba sur le Niqash, c'est-à-dire le débat qui a été organisé à l'ISCA. L'investissement public est considéré comme l'un des piliers majeurs du développement économique de la Mauritanie. Durant les 5 dernières années, les crédits d'investissement cumulés octroyés à l'investissement public ont totalisé plus de 90 milliards de guillas. Ainsi, l'investissement public compte pour plus de 40% du budget de l'État. On voit que l'investissement est un élément extrêmement important en matière de développement économique et que pour qu'il porte ce résultat, il faudrait qu'il se fasse dans une transparence absolue, qu'il soit dans des secteurs qui vont permettre de créer de l'emploi et qu'on fasse un arbitrage entre aujourd'hui et demain. C'est-à-dire qu'on investisse les ressources que nous allons collecter quand il y a beaucoup d'argent, comme ça a été le cas en 2008, 9, 10, 11. C'est le meilleur moment pour réfléchir à quel investissement on fait quand il y a beaucoup d'argent. Pour la Banque mondiale, l'investissement public a un rôle important dans la réduction de la pauvreté, mais il doit être orienté davantage vers les secteurs de l'éducation, de la santé, entre autres. L'investissement public a été, comme vous le lirez dans le rapport ou comme vous le savez déjà, multiplié par 5 entre 2009 et 2017. Il a ainsi été le principal moteur de croissance qui a permis à la Mauritanie de passer d'un statut de pays à faible revenu, qu'on appelle Lower Income Country, LIC, à un pays à revenus intermédiaires faibles, Lower Middle Income Country. Mais cet investissement public a eu, nous le pensons, un coût élevé, à travers notamment une augmentation de la dette, estimée maintenant à plus de 74% du PIB. Constatons qu'après une période où beaucoup d'infrastructures physiques ont été mises en place, surtout au niveau des routes, de l'électricité, des ports, y compris des grands projets comme l'aéroport de Nouakchott, par exemple, il y a un besoin de rééquilibrer cet investissement public vers des investissements plus soft en faveur de la population mauritanienne, et en particulier dans les domaines de l'éducation, de la santé ou de l'accès aux services de base, que ce soit l'eau et l'électricité. Par ailleurs, la rencontre a permis d'élargir le débat sous forme d'intervention de plusieurs financiers, économistes, étudiants, notamment ceux de l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises de Nouakchott. Merci Bokar Baylaba pour ce compte-rendu de Niqash, la conférence, plutôt le débat qui a été organisé à l'ISCA par la Banque mondiale et auquel ont assisté plusieurs intervenants dans le domaine économique. Madame Maïmouna, vous étiez la modératrice de ce Niqash. Je voudrais qu'on revienne là-dessus et que vous nous dites de manière très résumée quels sont les grands axes qui ont été développés au cours de ces débats. Oui. Et quel en était surtout l'objectif? L'objectif, tout à fait. Juste avant de rentrer dans Niqash, je voulais juste rebondir à ce que dit M. Diagana par rapport aux critiques ou en tout cas aux remarques du document et comment elles peuvent être prises en compte par le gouvernement et par aussi les consultants. Parce qu'en fait, notre objectif, bien sûr, c'est de s'améliorer. C'est pourquoi, en fait, on a analysé d'une manière objective ce document. On a fait le Niqash juste après sur l'investissement public
comme l'a dit M. Diagana, c'est pour simplifier en fait le langage. Ici, c'était pour un public comme les étudiants universitaires, mais il y avait aussi des hommes d'affaires, des jeunes entrepreneurs, il y avait aussi de la presse, il y avait aussi des professeurs à l'université, et puis aussi les représentants des secteurs gouvernementaux. Donc l'objectif, c'était en fait de simplifier, de décortiquer, d'expliquer, de comprendre ce que veut dire la Banque mondiale par rapport à sa vision, en tout cas, ou son évaluation de l'investissement public, et comment le gouvernement compte remédier à certains problèmes qui ont été cités. Alors, le document, en fait, il parle de la situation à un temps donné. Donc, mais il y a en fait des réformes qui viennent d'être entreprises par le gouvernement. Ils ont cité la réforme des marchés publics. Le document, on voit qu'il parle des marchés publics. Il dit qu'il y a une certaine lenteur dans notre système d'exécution des marchés. Il y avait effectivement la nouvelle réforme des marchés publics qui a réformé d'une manière un peu radicale le système avec lequel on passait les marchés et qui a pour objectif d'accélérer la passation des marchés publics et aussi de renforcer le système de suivi et d'évaluation des marchés publics. Donc c'est une grande réforme qui vient d'être lancée. D'ailleurs, l'organigramme et les nouvelles commissions ont été mises en place. Il y a eu beaucoup de nouvelles énergies qui ont été mises dans ces nouvelles sections, ces nouvelles commissions des jeunes, de nouveaux en fait, qui ont pour objectif d'améliorer et d'accélérer la passation des marchés publics. Il y a une autre réforme qui est le partenariat public-privé, les PPP. Donc c'est une nouvelle loi qui a été votée et qui vise à mettre en place un cadre pour les marchés qui seront exécutés en partenariat entre le gouvernement et les privés, comme c'était le cas du grand aéroport. Il y a aussi la nouvelle loi organique des lois de finances qui a été votée en 2017. Il y a aussi tout un dispositif qui va être mis en place par le gouvernement pour la gestion des investissements publics. Donc, comme une application déjà qui centralise un peu la gestion de tous les projets des investissements publics. Il y aura aussi un manuel de procédure qui va être mis en place. Il y aura une commission pour la sélection, parce que la sélection, c'était un sujet très important. Comment sélectionner les priorités dans lesquelles on va investir. Donc, il y a une commission dans laquelle sera représentés les différents secteurs et qui va étudier tous les projets et les planifier selon la nouvelle stratégie, la SCAP, selon les priorités du pays. Donc, l'autre question, c'était l'éducation, c'était les ressources humaines, donc tout ce qui est éducation, santé, emploi. Et le rapport a cité donc, un taux peut-être qui n'arrive pas encore au niveau du souhait de la Banque mondiale, un taux qui a passé de 4 quand même en 2010 à 10% en 2015. Mais il faut savoir que 2015 a été l'année de l'éducation. Donc le gouvernement effectivement n'a pas oublié l'éducation, mais la Banque souhaite qu'il y aurait plus d'investissement dans tout ce qui est ressources humaines. Et donc l'objectif de Niqash, c'est comment trouver l'équilibre, comment trouver un compromis entre ce que fait la banque, ce que le gouvernement peut faire et comment améliorer. Donc c'est pourquoi en fait on a organisé ce Niqash, on a invité les différentes parties. Il y avait les privés, il y avait la société civile, comme je vous ai dit, il y avait la presse et les étudiants. Donc comment trouver un équilibre entre tout ça? Il y a différentes manières en fait. On peut toujours se placer à la place de la Banque mondiale qui veut bien sûr renforcer les capacités humaines, parce que c'est ça qui nous permettra de faire de bons projets, de les exécuter, de les suivre, mais aussi de rehausser le niveau de la population. Et il y a aussi le gouvernement qui a une contrainte qui est les infrastructures, puisqu'un pays ne peut pas marcher sans infrastructure aujourd'hui. Donc, comment trouver l'équilibre? Il peut y avoir en fait des moyens de faire marcher les deux ensemble. Par exemple, si on améliore le taux d'exécution, cela déjà va nous permettre d'avoir plus de fonds, puisque ça nous permettra peut-être, quand j'ai fait le calcul, de gagner peut-être 100 milliards par an en termes d'investissement, en termes de fonds qui sont liés, qu'on peut en fait utiliser pour l'investissement. Si par exemple on double le taux d'exécution sur les projets
aujourd'hui qui sont un peu lents à cause de, comme on a dit, la lenteur et tout. Si on améliore ces taux, on gagne déjà de l'argent qui peut être utilisé dans l'investissement des ressources humaines. Et donc, augmenter notre capacité d'investissement sans pour autant diminuer les infrastructures qui sont aujourd'hui une nécessité. Et c'est l'orientation de son Excellence, Monsieur le Président, c'est l'orientation du gouvernement. Donc, si on arrive à absorber tous les investissements qui nous sont accordés grâce aux efforts que Monsieur le Président fait pour mobiliser les fonds, que son Excellence aussi, Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances fait pour mobiliser les fonds, si on arrive à avoir la capacité humaine d'absorber et d'exécuter ces projets, cela nous permettra peut-être de couvrir l'ensemble de nos ambitions en termes d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont menés par le président, par le gouvernement pour amener les fonds, et il y a une sorte de lenteur pour l'exécution des projets et l'absorption de ces fonds. Oui. Ça pose un problème sérieux. Kissima Diagana? Non, mais où sont les fonds qui ont été amenés? Parce que là, il va rester peut-être aussi le côté lutte contre la pauvreté, parce que là, dans le reportage, tout de suite, j'ai entendu le représentant de la Banque mondiale, dans le premier reportage, dire que la Banque mondiale était fière d'accompagner l'agence Tadamou. Et dans le deuxième reportage, il parle un peu de passer à d'autres priorités, telles que l'éducation et aussi donner des infrastructures comme l'accès à l'eau et autres. Mais vous savez, le problème, ce n'est pas ce qui est au niveau des documents qu'une certaine élite peut analyser et fouiller. Le problème se trouve au niveau de ceux qui sont confrontés directement à la réalité de la vie, quoi. Bien, par exemple, le citoyen mauritanien qui se réveille le matin, son souci, c'est de savoir un peu comment est-ce qu'il va régler son problème de petit déjeuner, de déjeuner et de dîner, quoi, sans parler des transports et tout le reste. Or, il se trouve que dans ce document, les gens parlent également de filets sociaux. Et dans ces filets sociaux-là, je ne sais pas, moi je ne suis pas très expert dans ces histoires, mais ce que je sais, c'est que il y a quelques années, nous vivons des programmes, comme les programmes ML, par exemple. Dans certains quartiers, on donne le sucre à un certain prix, on donne le lait à un certain prix, mais la manière avec laquelle les gens accèdent à ces denrées-là, si vous voulez, elle ne donne pas une bonne image, parce que vous allez voir des rangs, des queues, de longues queues de femmes, le plus souvent, devant les boutiques. Vous voyez. Et ça, de façon empirique, ça ne montre pas, en fait, que la pauvreté est en recul. Si ça pouvait montrer que la pauvreté est en recul, on aurait dû dire, par exemple, depuis le début, parce qu'un programme doit se terminer à un moment. Mais si les programmes continuent, pendant qu'on dit... Parce que quand vous posez la question aux représentants qui étaient là, à l'équipe de la Banque mondiale, ils vous disent, ça, ce sont des données macroéconomiques. C'est vrai. Mais nous, les petits journalistes, quand nous posons des questions de profanes. Les questions, quand nous les posons, nous voulons juste des réponses qui pourront servir un peu les consommateurs de l'information à la base. Vous voyez un peu. Donc, ils vous disent que ce sont des données macroéconomiques. Dès qu'ils vous disent macroéconomiques, c'est comme s'ils sont en train de vous bourrer un peu. Or, en réalité, c'est l'efficience, l'effectivité, par exemple, de tous ces programmes-là vers lesquels les gens maintenant de la Banque mondiale souhaiteraient que les gouvernants s'orientent, devrait quand même comporter, si vous voulez, des éléments de détail, des éléments de détail. On nous dit, par exemple, qu'il faut orienter vos investissements vers l'éducation. C'est bien. Vous avez dit que l'année 2016 était l'année de l'éducation. 2015, c'est ça, était l'année de l'éducation. Mais regardez les taux de réussite, regardez les scandales qui sont liés, par exemple, à la triche, à tout ce qui se présente comme élément négatif dans le système éducatif. Ça n'a pas bien servi l'année de l'éducation. C'est comme si le président avait donné une orientation et qu'après, ceux qui étaient chargés d'exécuter ces orientations ont saboté carrément. Et après, il n'y a pas de sanction. Après, il n'y a pas de sanction. Donc, si pratiquement on continue à adopter un langage mystificateur, je dirais, on ne s'en sortira pas. Parce qu'à un certain niveau, moi y compris, je ne comprends pas vraiment le discours des gens de la banque.
Vous voyez un peu. Donc, vous me posez la question, vous me dites qu'est-ce que je pense de ça. Ce que je pense de ça, c'est de dire seulement il faut donner beaucoup plus de chance à la transparence. Quelqu'un l'a dit, quelqu'un dit Semap, je crois. Oui, c'est Hassan, oui, parce que ici l'image n'était pas très claire, mais ça doit être Hassan. Donc il a dit qu'il faudrait beaucoup plus de transparence. Et quand il y a transparence, il faut que ça s'accompagne de tous les éléments de bonne gouvernance dont on parle. Donc s'il y a récompense, que ceux qui sont méritants soient récompensés, mais quand il y a une mauvaise pratique dans l'exécution d'un projet, il faut que la sanction soit sévère et qu'on ne retrouve pas les coupables à un niveau supérieur alors qu'on devait les trouver dans le côté inverse, quoi. Voilà un peu la problématique que moi je voudrais qu'on soulève par rapport à ces genres de... Mais il y a un terme qui revient souvent, c'est celui de rééquilibrer les investissements. Ça signifie quoi au juste pour les profanes que nous sommes, Kissima et moi? Oui, donc juste avant de répondre à votre question, je voudrais dire à M. Diagana, en fait c'est pourquoi nous sommes là, puisque effectivement les éditions de la Banque mondiale et toutes les institutions financières sont un peu dans un langage très économique, qui n'est pas, enfin très technique aussi, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est pourquoi d'ailleurs une des idées de Nikash, c'était de simplifier l'information et de la mettre à la portée du public, du grand public. Et c'est pourquoi en fait on a tenu aussi à organiser une émission après le Nikash pour la porter au plus grand public. Parce qu'il y avait... oui. Il fallait la faire en Polar, en Sonique, en Hassania. Je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi aussi, merci à vous pour mettre... Il y a une direction qui a sans doute entendu votre appel. Pour communiquer dans toutes les langues, toutes les langues nationales, pour que tout le monde comprenne ce qu'on veut dire. Et il y a juste, par rapport à ce que dit M. Diagana, en fait, pour la pauvreté, il y a deux réponses. C'était ça l'objet du document. Il y a la première réponse, c'est les filets sociaux, parce qu'en fait, la personne qui est aujourd'hui dans la nécessité, on ne peut pas lui dire d'attendre dans 15 ans le fruit d'un projet qu'on est en train de faire pour se nourrir. Donc c'est pourquoi on met en place les filets sociaux. C'est pourquoi il y a une boutique Amel dans le quartier Outedamoun pour permettre aux gens qui ont un faible revenu d'accéder à... Justement, ça fait combien d'années que ces choses existent? Aux aliments. Ça fait quelques années et ça ne va pas s'arrêter. On n'espère pas que ça s'arrête. Oui. Et on n'espère pas que ça s'arrête tant qu'il y a des pauvres à Mauritanie. Il faut qu'il y ait un moment où on n'aurait plus besoin de ça. Oui, je suis d'accord, c'est l'objectif. Maintenant, quand on fait un investissement, c'est en fait le résultat est attendu à long terme et à moyen terme. Donc, c'est par exemple, je vous donne un exemple très simple. Vous avez une famille, ils ont leur fils, il est à l'école primaire. Donc, notre objectif, en fait, c'est de donner une bonne éducation à cet enfant pour qu'il puisse avoir un diplôme qui le permet d'avoir un travail après et qui le permet après de nourrir sa famille. Donc ça va prendre 15 ans, puisque si on met aujourd'hui les écoles pilotes dans les quartiers, c'est pour en fait sélectionner les étudiants, les élèves qui sont de bon niveau et puis leur permettre un niveau d'éducation important et de qualité. Ça frustre les autres. Ça frustre ceux qui ne sont pas dans ces écoles. Oui, non. Voilà. Donc, il y a deux systèmes, pardon. Il y a l'IMTIAS qui sélectionne, mais il y a les écoles pilotes qui sont à la portée de tout le monde. Et quand on dit pilote, ça veut dire l'objectif, c'est de les généraliser dans le moyen terme. D'élargir pour avoir le même système de qualité donné à tout le monde. Mais ça, c'est comme je vous ai dit, un investissement qui prend du temps. Donc, pour ne pas laisser cette famille dans la nécessité, on met en place un filet social. Et donc, c'est ça les deux réponses qui vont être en parallèle, suivies pendant quelques années jusqu'à qu'on ait plus de pauvreté. C'est notre souhait à tous. Mais ce n'est pas facile, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, il y a des familles, grâce à l'éducation de leurs enfants, ils sont passés des familles pauvres à des familles à moyen revenu. Donc il faut le reconnaître. Mais c'est sûr que c'est difficile à quantifier et c'est quelque chose c'est un travail de longue durée. Donc, par rapport à l'éducation, vous avez cité quelques problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Les problèmes de triche, les problèmes, etc. Ça, c'est des problèmes qui sont liés aussi, il faut savoir, à la technologie, le développement des technologies. Et c'est des choses qu'on va voir aujourd'hui. Mais la question, comment on répond à ces problèmes?
Donc on a un développement extraordinaire de la technologie en Mauritanie qui va développer aussi les techniques de triche. Mais comment on répond aujourd'hui? Je pense chaque année, ils essayent d'améliorer. Des améliorations qui sont introduites. Voilà, qui sont introduites pour limiter l'effet de ces genres de pratiques. Il y a eu même des examens qui ont été complètement refaits, reconduits à cause de... Donc je ne pense pas qu'il y ait une volonté, en tout cas, de réduire la qualité de l'éducation, mais au contraire. Aujourd'hui, je pense... L'objectif, c'est d'améliorer l'éducation, parce que tout le monde a compris. L'éducation, c'est la base des ressources humaines. Si on n'a pas une bonne éducation, on ne peut pas espérer être un pays développé dans 10-15 ans. Ça, c'est clair. Je rappelle que Kissima il est professeur de français. Il a parlé en tant que professeur. On va écouter également l'intervention de M. Hassan Oulizain, qui est directeur du CEMAP. C'était au cours de Niqash. Le contenu de la croissance en emploi diffère d'un pays à l'autre, d'un secteur à l'autre, d'un projet à l'autre. Si vous prenez une exploitation de l'or par une grande multinationale, ça c'est un projet qu'on appelle capitalistique, qui va créer beaucoup de croissance, mais qui ne créera pas beaucoup d'emplois. Quand vous faites de l'or paillage, c'est-à-dire l'exploitation de l'or par les artisans, les gens qui vont aller qui vont rechercher de l'or, ça c'est quelque chose ils n'ont pas besoin de beaucoup de capital pour exploiter, mais ça va créer une masse extrêmement importante d'emplois. Donc ça ne veut pas dire forcément, quand on a un taux de croissance élevé et pas beaucoup d'emplois, que les chiffres de la croissance est mauvais. Ça veut dire que le contenu en croissance n'est pas bon et qu'il faudrait qu'on fasse un effort pour convertir la croissance, parce que tout objectif de croissance, c'est de créer des emplois, donner des revenus aux populations et donc faire baisser la pauvreté. Donc il faudrait que ça nous fasse réfléchir plus, pas sur la qualité, sur la valeur de l'indicateur, mais sur la qualité de nos politiques de croissance. Ces politiques, c'est comme ça que je le comprends et c'est comme ça qu'il doit être vu. Faisons une autre politique qui va créer plus de croissance, qui est une politique qui va créer plus d'emplois, qui est une politique qui va créer de la croissance mais qui ne crée pas d'emplois. Parce qu'in fine, ce n'est pas important. C'est un petit groupe qui va récolter les fruits de cette croissance et vous allez avoir une forte croissance, un développement du pays à 2 échelles et vous allez avoir un Gini, si vous l'avez déjà fait, le coefficient d'inégalité qui va être extrêmement élevé puisque les bas revenus n'auront rien et les grands vont avoir beaucoup. Donc c'est surtout comme ça qu'il faut regarder la question. Maintenant, je voudrais, et c'est ce qu'on a fait quand on a fait la SCAP, on a dit stratégie de croissance accélérée, on veut beaucoup de croissance, mais de prospérité partagée, parce que nous voulons que cette croissance profite aux plus faibles. Comment? Il faut que les investissements que nous allons faire se fassent dans les endroits où il y a les plus faibles. C'est-à-dire que ça se fasse dans l'agriculture, dans la petite agriculture, pas dans la grosse agriculture, se fasse dans les services, les petits services. C'est ça qu'il faudrait qu'on mette le contenu emploi de notre croissance. Ça doit être un pilier de notre travail et c'est sur ça que nous devons travailler. Qui est directeur du CEMAP, il a évoqué notamment, c'était une partie, un extrait de son intervention au cours de Niqash qui s'est déroulé à l'ISCAE. Il a évoqué notamment la croissance et l'emploi. Kissima? Bon, il a dit quelque chose de très intéressant parce que quand il dit par exemple que la croissance n'est pas forcément liée au fait qu'on puisse faire un travail capitalistique, et un travail par exemple d'orpaillage, moi je me dis, est-ce qu'il n'y a pas lieu de penser au secteur informel d'une façon générale et voir un peu, est-ce que ce secteur informel, on ne peut pas lui donner un caractère formel, lui donner, si vous voulez, une meilleure organisation, parce que ça pourrait peut-être aussi être une réponse beaucoup plus intéressante que ce que nous pensons percevoir à travers les données compliquées des débats qui sont issus des textes de ce rapport, quoi. Pourquoi? Parce que, en fait, l'emploi, quand on parle d'emploi, les gens pensent tout de suite à toutes les personnes qui sont employées dans le secteur public. On oublie que le fait de pouvoir subvenir à ces besoins, de pouvoir trouver des revenus, peuvent également contribuer à une lutte contre la pauvreté.
Il a dit qu'il faut orienter les secteurs de développement vers les endroits où il y a les plus faibles. C'est une très bonne idée. Tout cela dépend aussi de ce que nous faisons, de ce que nous appelons les décentralisations, les politiques de décentralisation. Parce que si tout est concentré dans les zones, par exemple, où nous nous retrouvons, comme Nouakchott et autres, ça pose problème. Il faut valoriser peut-être les autres endroits, les endroits qui sont, par exemple, des endroits des régions agricoles. Il faut les valoriser, faire de sorte qu'il y ait beaucoup plus de centres, d'instituts de formation et tout ça. Développer peut-être les autres zones comme les zones du Nord, où il y a tout ce qu'on peut trouver comme extraction minière et autres, et aussi les zones où il y a la pêche. Mais je veux quand même revenir sur un élément d'idée qui a été posé ici par rapport à ce que disait Maïmouna. C'est le fait de penser que lorsqu'on met en place un peu des écoles pilotes, des écoles d'excellence et tout ça, quand j'ai réagi tout de suite, c'est pour dire que ce genre de politique, parce qu'étant aussi acteur du secteur de l'éducation, à mon sens, je perçois de la frustration chez ceux qui n'auront pas été sélectionnés pour aller dans les écoles pilotes ou dans les écoles d'excellence. Et même dans les écoles d'excellence, on dit à l'élève, si tu n'as pas eu moins de 12, on te renvoie. Et là encore, on crée, si vous voulez, des difficultés parce que l'offre de l'éducation n'est pas démocratique. Déjà, c'est un problème. Nous vivons dans un endroit, dans un pays où toute l'élite politico-économique envoie ses enfants dans des écoles privées qui sont chères, qui coûtent très cher, et les autres envoient leurs enfants soit dans des écoles privées accessibles relativement, soit ils les laissent dans l'école publique. Et même encore les acteurs du système éducatif partent vendre leurs services dans ces écoles où vont les élites économiques et politiques. Donc toute cette problématique fait que l'école n'est pas suffisamment démocratique. Et ceux qui ne sont pas dans de bonnes conditions d'apprentissage, vous leur dites encore, si votre enfant n'est pas compétitif, on ne veut pas l'amener dans les écoles d'excellence, les concours qui se font, ou bien les écoles pilotes qui se font. Cette sélection va creuser davantage un fossé entre les Mauritaniens. Donc si ça peut accompagner les filets sociaux, moi ça me convainc difficilement. Parce que je me rends compte que les filets sociaux dont vous parlez, s'il faut les lire à partir par exemple de l'existence de boutiques, de programmes Tadamon à long terme, vraiment je me rends compte qu'on est en train de maintenir une partie des Mauritaniens dans la pauvreté, pendant que d'autres vraiment sont en train de jouir davantage de toute la manne, donc pour pouvoir continuer à dominer, pour pouvoir continuer en tout cas à être à un niveau supérieur. Là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? On aura des gens extrêmement pauvres à qui on dit allez acheter votre pain à 70 ouguiya, 7 ouguiya maintenant, 7 MRU, à Daranaïm, à Zaatar et dans tous les quartiers où habitent les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et ici, quand vous voyez les voitures qui s'arrêtent devant les grandes épiceries, ils sont prêts à acheter leur baguette de pain à 100 ouguiya, 10 MRU. Mais quelle est la qualité de la farine là et là? Est-ce qu'il y a des gens qui observent ça? Est-ce qu'il y a des gens qui surveillent ça? Est-ce que la qualité de ce qu'on vous vend moins cher est la même que la qualité de ce qu'on vend très cher à ceux qui sont de ce côté, l'élite? C'est comme l'école. Aujourd'hui, je vous assure, il a dit que je suis professeur. Effectivement, je suis un enseignant. Et je suis un squatteur du domaine de la presse depuis 15 ans. Mais le problème, c'est que si vous vous rendez compte, l'enseignement même qui est dispensé à Elmina, Sebra, Darnaï, tout le reste, n'est pas le même que l'enseignement qui est dispensé dans toutes les écoles privées où vont les gens de l'élite économique, y compris les lycées français, où on enseigne le programme étranger. Et ça, ce sont les enfants de l'élite politique et de l'élite économique qui y vont. Quand est-ce que vous voulez qu'on lutte contre la pauvreté? Au-delà de toutes les données économiques, au-delà de tout, vraiment des termes avec lesquels on nous bourre, il y a une réalité face à laquelle faire. Le système éducatif mauritanien, vous avez dit que le développement passe par l'éducation. Il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais il faut également demander à ce que les gens fassent du bon résultat.
Quand ils ne feront pas de bons résultats, sanctionnez-les. Et c'est très important. Mais maintenant, on va retourner à l'intervention de M. Hassan Oulizé, de laquelle nous a un peu dévié Kissima. Je suis parti de l'intervention de Hassan Oulizé pour venir à tout ce que j'ai dit. Oui, moi de toute façon, ça ne me dérange pas de parler de l'intervention de M. Diagana, parce que l'éducation, c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que pour moi, il n'y aurait pas de développement de la Mauritanie sans l'éducation. Ça, c'est clair. Et l'éducation, c'est la base de tout un développement d'un pays. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas une bonne éducation, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de reproduire la même situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être pire même. Et donc, ça c'est clair que l'éducation, c'est la base. La croissance et l'emploi. Oui, et juste par rapport à l'éducation, donc je pense qu'il y a quelques années, en fait, on était dans la situation que M. Diagana a présentée aujourd'hui. C'est qu'il y avait les écoles privées, les écoles publiques, c'est tout. Il y avait les gens qui ont l'argent qui partent dans les écoles privées, ceux qui n'ont pas l'argent qui partent dans les écoles publiques. Donc, il n'y avait pas du tout, effectivement, un moyen pour quelqu'un qui n'a pas l'argent d'avoir une éducation de qualité. Ce qui a été fait pendant ces 8 dernières années, c'est la création de nouvelles écoles. Et ça a permis à un certain nombre de gens qui étaient hier effectivement dans l'éducation publique et qui n'avaient pas une bonne qualité, de les extraire de cette éducation, de les mettre dans les écoles de l'excellence, les lycées de l'excellence, pour leur octroyer une bonne qualité d'éducation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas en mesure de sauter d'une situation où on a une mauvaise qualité d'éducation à une situation où on a à 100% une très bonne qualité de l'éducation. Donc, on est obligé d'aller par étapes. Non, juste, à la croissance et l'emploi. Mais M. Diagana, il est l'expert dans la matière. Nous aurons l'occasion de lui apprendre par rapport à l'éducation. Mais juste, je voudrais qu'on n'oublie pas la comparaison entre la situation qu'on avait et la situation qu'il y a aujourd'hui. Effectivement, il peut y avoir des frustrations. Et moi, si j'étais aujourd'hui élève et que je ne suis pas sélectionnée pour l'école de l'excellence, je vois mes collègues qui ont une bonne qualité et moi, je suis dans l'école publique où l'enseignant ne vient même pas, je serais frustrée. Ça va vous demander plus d'efforts. Mais s'il vous plaît, on revient à la déclaration de M. Hassan. Par rapport à M. Hassan, en fait, il répondait à un des étudiants de la fac économique, je pense, d'économie, qui a demandé, en fait, puisqu'il a bien lu le rapport, il a vu les chiffres, il a dit pourquoi la croissance dont vous avez parlé, 3,5%, n'a pas eu un effet sur l'emploi. Et c'est là où il lui a expliqué, et je pense que l'explication était parfaite, puisqu'il lui a dit, aujourd'hui, en fait, le PIB, c'est un ensemble de choses, mais ce n'est pas forcément tous les domaines qui contribuent dans le PIB donnent le même taux d'emploi qui est souhaité. Donc, si on investit dans des secteurs qui emploient plus, comme l'orpailleur, comme il l'a dit, donc ça nous permet d'avoir plus d'opportunités d'emploi. Mais vous pouvez faire un grand projet, vous pouvez avoir juste un projet comme la SNIM, par exemple, si jamais ils ouvrent une nouvelle mine ou ils améliorent la production de leur mine, ça ne va pas générer beaucoup d'emplois, mais ça peut générer beaucoup de revenus. Donc c'est pourquoi on peut avoir notre PIB qui augmente, notre croissance qui augmente sans avoir en contrepartie de l'emploi. Je reviens sur l'emploi, parce que aussi c'est un deuxième sujet, c'est que c'est très important en fait de savoir en Mauritanie que les gens aujourd'hui, celui qui n'a pas un emploi dans le secteur public, en fait, il se considère comme un chômeur. Et c'est très dommage, même s'il a un petit emploi dans l'informel ou dans une société privée, mais vu il y a des problèmes en fait de précarité, etc., les gens, dès qu'ils sont dans ce système, ils pensent qu'ils n'ont pas d'emploi. Et c'est pourquoi il y a un an, je pense qu'il y a eu des études qui étaient tout à fait contradictoires. Et les gens, quand ils ont vu les bureaux, voilà, c'est le taux de chômage, le BIT qui dit c'est 10%, de 30% le taux de chômage. Et il y avait l'étude qui a été menée par l'ONS qui dit que c'est 10%. Et les gens ne comprenaient pas comment ça se fait que dans les deux sondages, il y a autant de disparités. Et l'explication, c'est ça, puisqu'en fait, l'ONS, il a considéré toute personne qui a un emploi, qu'elle soit informelle ou formelle,
il n'est pas chômeur. Enfin, il a un emploi. Mais lui, en fait, les BIT, ils vont demander est-ce que vous avez un emploi? Il dit non, je n'ai pas d'emploi. Et donc, malheureusement, ça, c'est aujourd'hui un vrai problème. Et moi, aujourd'hui, je trouve que le secteur privé, il ne contribue pas comme il faut dans l'emploi. En fait, aujourd'hui, le secteur privé, la plupart, pas toutes les sociétés, mais la plupart des gens, quand ils emploient les gens, ils n'ont pas les mêmes traitements comme les contrats, comme l'assurance, etc. Que la personne, quand il a ses avantages, il se considère comme employé. Et ça, malheureusement, c'est un vrai problème. Monsieur Hassan Louzen a évoqué la SCAP. Oui. La SCAP. Pouvez-vous nous dire un mot sur la SCAP? Oui. Alors, la SCAP, c'est la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Donc, c'est un slogan très, très intéressant et très beau. Ça a remplacé le CSLP, qui est le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, qui était pour la période 2000-2015. Donc, la SCAP, c'est pour 2016-2030. C'est la nouvelle stratégie. Elle a été débattue pendant longtemps, et discutée avec les partenaires techniques et financiers, avec un certain nombre de partenaires locaux, pour avoir en fait une nouvelle stratégie qui dit aujourd'hui on veut croître, mais on veut qu'elle soit partagée par tous les Mauritaniens. Donc c'est ça à peu près la SCAP. Donc il y a toute l'orientation politique par rapport à l'investissement public, par rapport à l'éducation, la santé, tous les sujets économiques qui sont contenus dans la SCAP, bien sûr. Kissima, vous avez un dernier mot avant qu'on passe l'antenne? Non, je ne veux pas dire le dernier mot. Le dernier mot est dangereux, mon frère. Juste un dernier mot. C'est le rapport. D'abord, ce que je dirais, c'est que je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'opportunité donc de partager ce moment de débat avec Maïmouna, qui est une spécialiste de ces questions. Et j'avoue que j'ai beaucoup appris. Et je dirais également que pour ce rapport, certainement, je pense que dans 6 mois ou 8 mois, on aura droit à un rapport qui va être amélioratif, beaucoup plus. Et je voudrais juste rappeler qu'en termes d'efforts, parce que là, quand il faut évaluer, quand il faut apprécier tout ce qui se fait, par exemple, sur le plan d'éducation, il est important qu'on cherche le bon résultat. C'est inutile à chaque fois de dire nous avons fait, alors que les taux de réussite au bac que nous avons équivalent aux taux d'échec à côté. Par exemple au Sénégal ou en France, ou je ne sais pas. Si nous avons 8% d'admis au bac, ce n'est pas une fierté. Parce que 8%, c'est 8% d'échecs au bac ailleurs. C'est sur ça qu'il faut jouer. Si on doit investir dans un système comme le système éducatif, il faut faire des investissements derrière lesquels on cherche des résultats pour les bénéficiaires de l'éducation. Et cela est important. Et aussi, il faut valoriser les programmes nationaux. Et la meilleure manière de valoriser les programmes nationaux, c'est de faire en sorte que ceux qui partent acheter les programmes étrangers, qu'on leur dise également que vos enfants ont le droit de connaître tous les programmes qui correspondent aux orientations des systèmes éducatifs auxquels nous avons. Sinon, il faudrait se dire quel type de Mauritaniens nous voulons avoir au bout de 10 ans ou de 12 ans d'enseignement. Si nous devons avoir des gens en programme français, par exemple, qui reviennent nous voir au bout de 10, 20, 25 ans, nous n'aurons que des gens qui exécuteront des programmes qui ne correspondront pas aux réalités. Vous venez de donner un exemple qui est très pertinent. Lorsqu'on pose des questions au cours d'une enquête, on dit à une personne, est-ce que vous avez un emploi? Il dit non, je n'ai pas d'emploi. Mais si cette personne, par exemple, pense que l'emploi, c'est l'emploi que lui donne l'État, mais alors que lui, il a ses chèvres, il a ses vaches, il a ses moutons, il a ses poules, qu'il arrive à vendre et qui font rentrer, qui lui permettent d'avoir des revenus qui sont 5 ou 6 fois supérieurs que les revenus d'un professeur ou d'un agent de police ou d'un infirmier ou même d'un médecin. Mais celui-là, s'il vous dit je n'ai pas d'emploi, ce n'est pas parce qu'il veut vous dire que je suis chômeur, mais c'est parce qu'il pense que l'État doit l'employer. Et la mentalité du Mauritanien est que c'est l'État qui doit lui donner. Voilà un peu, si vous voulez. Ce n'est pas mon dernier mot, parce que c'est quand même... C'est fini pour toi. Mais voilà, avant de vous passer la parole, je vais quand même citer ce passage du RSM qui dit que la Banque mondiale prévoit une croissance économique progressive de 5,2% d'ici 2020.
Et c'est grâce à la hausse des prix des métaux, aux réformes de la gestion des investissements publics et au financement de la stratégie nationale de croissance rapide et de prospérité partagée. Ouais. Un mot? Oui, juste avant de clôturer, je voudrais partager peut-être après avec vous une étude que nous avons faite dans notre ONG Choukran sur le taux sur le bac. Publicité gratuite. Non, c'est juste parce qu'en fait... C'est bien l'ONG Choukran. L'ONG Choukran, décidément. Vivement, partagez ça. Voilà, donc je vais partager avec vous, mais en fait les chiffres, ça montre dans ces pays on a un grand problème de communication. Parce que tout le monde a retenu le chiffre 7% de taux de réussite du bac. Quand on regarde le taux de 7%, c'était le taux en première session. Quand on rajoute les gens qui ont eu le bac en deuxième session, le taux monte jusqu'à 12%. Et je suis d'accord, c'est encore faible. Il y a une autre réalité. En fait, les candidats au bac, il y a deux catégories. Il y a les candidats libres. Ça veut dire, moi, aujourd'hui, je n'ai pas le bac. J'ai 50 ans, mais je dépose ma candidature. Il y a les candidats qui sont en formation. Quand on regarde les candidats en formation, leur taux de réussite, ça monte à 19%. Ça reste faible, je suis d'accord, ce n'est pas encore à l'objectif. Mais ce n'est pas pareil que 7% en fait. Donc il faut regarder ce côté. Nous, on a fait une étude, on va le partager avec vous. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer sur le baccalauréat, comment avoir le bac, quels sont les facteurs socio-économiques qui aident les élèves à réussir le bac. Donc on a fait cette étude, on va le partager avec vous. C'est une sorte d'enquête et c'est intéressant. Juste pour revenir à notre sujet qui était le Nikash, donc je vois que l'éducation, ça mérite peut-être aussi un Nikash, un débat. Et certainement, peut-être, elle sera un des sujets de Nikash dans les prochains mois, Inch'Allah. Donc il y a beaucoup de sujets qu'on va débattre, qu'on veut rapprocher la population et les différents partenaires pour comprendre leur vision, pour eux aussi comprendre ce que le gouvernement, ce que les partenaires techniques du gouvernement mauritanien sont en train de faire en matière de politique de croissance économique. Donc, je vous remercie Madame Maïmouna Ahmed Salem, qui, je le rappelle, est une consultante indépendante et qui a été modératrice de Nikash organisé par la Banque mondiale à l'ISCA. Je remercie également Monsieur Kissima Djagana, mon confrère, qui est journaliste indépendant. À la fin de cette émission, je vous remercie, chers téléspectateurs, et à la prochaine émission de Zoom sur la semaine prochaine. En attendant, continuez de suivre la télévision de Mauritanie.